Merleau-Ponty, citation sur Cézanne. La peinture a été son monde et sa manière d'exister. Il lui fallait 100 séances de travail pour une nature morte, 150 séances de pause pour un portrait. Ce que nous appelons son œuvre n'était pour lui que l'effet et l'approche de sa peinture. Il écrit en septembre 1906, âgé de 67 ans, et un mois avant de mourir. Je me trouve dans un tel état de troubles cérébraux, dans un trouble si grand, que j'ai craint à un moment que ma faible raison n'y passât. Maintenant, il me semble que je vais mieux, et que je pense plus juste dans l'orientation de mes études. Arriverai-je au but tant recherché et si longtemps poursuivi? J'étudie toujours sur nature, et il me semble que je fais de lents progrès. Maurice Merleau-Ponty. En vieillissant, il se demande si la nouveauté de sa peinture ne venait pas d'un trouble de ses yeux. Si toute sa vie n'a pas été fondée sur un accident de son corps. René Descartes. Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et le plus assuré, je l'ai appris des sens ou par les sens. Or, j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs. Et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. Maurice Merleau-Ponty. Cézanne inquiétait ses amis par ses colères et ses dépressions. 7 ans plus tard, décidé à devenir peintre, il doute de son talent et n'ose pas demander à son père, chapelier puis banquier, de l'envoyer à Paris. Les lettres de Zola lui reprochent de l'instabilité, de la faiblesse et de l'indécision. Il vient à Paris, mais écrit « Je n'ai fait que changer de place, et l'ennui m'a suivi. » Il ne tolère pas la discussion, parce qu'elle le fatigue et qu'il ne sait jamais donner ses raisons. Le fond de son caractère est anxieux. À 42 ans, il pense qu'il mourra jeune et fait son testament. À 46 ans, pendant 6 mois, il est traversé par une passion fougueuse, tourmentée, accablante, dont le dénouement n'est pas connu et dont il ne parlera jamais. À 51 ans, il se retire à Aix pour y trouver la nature qui convient le mieux à son génie. Mais c'est aussi un repli sur le milieu de son enfance, sa mère et sa sœur. Quand sa mère mourra, il s'appuiera sur son fils. C'est effrayant la vie, disait-il souvent.
René Descartes. Mais quoi? Ce sont des fous. Je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leur exemple. Maurice Merleau-Ponty. Cézanne s'est cru impuissant parce qu'il n'était pas omnipotent, parce qu'il n'était pas Dieu, et qu'il voulait pourtant peindre le monde, le convertir entièrement en spectacle, faire voir comment il nous touche. René Descartes. Toutefois, il y a longtemps que j'ai dans mon esprit une certaine opinion qu'il y a un Dieu qui peut tout, et par qui j'ai été créé, et produit tel que je suis. Or, qui me peut avoir assuré que ce Dieu n'est point fait qu'il n'y ait aucune terre, aucun ciel, aucun corps étendu, aucune figure, aucune grandeur, aucun lieu, et que néanmoins j'ai les sentiments de toutes ces choses, et que tout cela ne me semble point exister autrement que je le vois. Cézanne n'a pas cru devoir choisir entre la sensation et la pensée, comme entre le chaos et l'ordre. Il ne veut pas séparer les choses fixes qui apparaissent sous notre regard et leur manière fuyante d'apparaître. Il veut peindre la matière en train de se donner forme, l'ordre naissant par une organisation spontanée. De même, le génie de Cézanne est de faire que les déformations perspectives, par l'arrangement d'ensemble du tableau, cessent d'être visibles pour elles-mêmes quand on le regarde globalement, et contribuent seulement, comme elles le font dans la vision naturelle, à donner l'impression d'un ordre naissant, d'un objet en train d'apparaître, en train de s'agglomérer sous nos yeux. De la même façon, le contour des objets, conçu comme une ligne qui les cerne, n'appartient pas au monde visible, mais à la géométrie. Si l'on marque d'un trait le contour d'une pomme, on en fait une chose, alors qu'il est la limite idéale vers laquelle les côtés de la pomme fuient en profondeur. Ne marquer aucun contour, ce serait enlever aux objets leur identité. En marquer un seul, ce serait sacrifier la profondeur, c'est-à-dire la dimension qui nous donne la chose, non comme étalée devant nous, mais comme pleine de réserve et comme une réalité inépuisable. C'est pourquoi Cézanne suivra dans une modulation colorée le renflement de l'objet
et marquera en traits bleus plusieurs contours. Le regard renvoyé de l'un à l'autre saisit un contour naissant entre eux tous, comme il le fait dans la perception. Il n'y a rien de moins arbitraire que ces célèbres déformations, que d'ailleurs Cézanne abandonnera dans sa dernière période à partir de 1890, quand il ne remplira plus sa toile de couleurs et quittera la facture serrée des natures mortes. Sa peinture ne nie pas la science et ne nie pas la tradition. À Paris, Cézanne allait chaque jour au Louvre. Il pensait qu'on apprend à peindre, que l'étude géométrique des plans et des formes est nécessaire. Il se renseignait sur la structure géologique des paysages. Ces relations abstraites devaient opérer dans l'acte du peintre, mais réglées sur le monde visible. L'anatomie et le dessin sont présents quand il pose une touche comme les règles du jeu dans une partie de tennis. Ce qui motive un geste du peintre, ce ne peut jamais être la perspective seule, ou la géométrie seule, ou les lois de la décomposition des couleurs, ou quelque connaissance que ce soit. Pour tous les gestes qui peu à peu font un tableau, il n'y a qu'un seul motif, c'est le paysage dans sa totalité et dans sa plénitude absolue, que justement Cézanne appelait un motif. L'artiste, selon Balzac ou selon Cézanne, ne se contente pas d'être un animal cultivé. Il assume la culture depuis son début et la fonde à nouveau. Il parle comme le premier homme a parlé, et peint comme si l'on n'avait jamais peint. L'expression ne peut alors pas être la traduction d'une pensée déjà claire, puisque les pensées claires sont celles qui ont déjà été dites en nous-mêmes, ou par les autres. La conception ne peut pas précéder l'exécution. Avant l'expression, il n'y a rien qu'une fièvre vague, et seule l'œuvre faite et comprise prouvera qu'on devait trouver là quelque chose plutôt que rien. Il est certain que la vie n'explique pas l'œuvre, mais certain aussi qu'elle communique. La vérité est que cette œuvre à faire exigeait cette vie. Dès son début, la vie de Cézanne ne trouvait d'équilibre qu'en s'appuyant à l'œuvre encore future. Elle en était le projet, et l'œuvre s'y annonçait par des signes prémonitoires que nous aurions tort de prendre pour des causes, mais qui font de l'œuvre et de la vie une seule aventure. Il n'y a plus ici
de cause ni d'effet. Ils se rassemblent dans la simultanéité dans Cézanne éternelle, qui est la formule à la fois de ce qu'il a voulu être et de ce qu'il a voulu faire. Il y a un rapport entre la constitution schizoïde et l'œuvre de Cézanne, parce que l'œuvre révèle un sens métaphysique de la maladie. La schizoïdie comme réduction du monde à la totalité des apparences figées et mises en suspens, des valeurs expressives. Que la maladie cesse alors d'être un fait absurde et un destin pour devenir une possibilité générale de l'existence humaine, quand elle affronte avec conséquence un de ses paradoxes, le phénomène d'expression, et qu'enfin c'est la même chose en ce sens-là d'être Cézanne et d'être schizoïde.